Bonjour à tous. Le Sénat se penche sur la question de la mémoire historique. Toute la journée, un colloque est organisé sur le sujet. Je vous propose de suivre en direct l'un des temps forts, une table ronde sur les médias et la mémoire. Table ronde présidée par la sénatrice Catherine Tasca. On l'écoute en direct. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues sénateurs, je veux d'abord saluer vraiment chapeau bas l'initiative du Sénat et de Guy Fischer, ainsi que de notre secrétaire général du Sénat, et de Jean-Noël Jeanneney et de Jean-François Sirinelli. Initiative de nous réunir, historiens et élus, dans cette rencontre, parce que, à mes yeux, celle-ci me semble s'inscrire au cœur du propos final de Jean-Pierre Rioux, au cœur de cette exigence porteuse d'avenir, porteuse d'espoir aussi, le double devoir d'intelligence critique et d'exigence civique. Mon propos sera bien modeste, malgré tous les compliments de mon ami Jean-Noël, après les interventions savantes qui m'ont précédé. Il est évidemment tentant de rapprocher les termes mémoire et médias, car ceux-ci ont pris une telle place dans les pratiques culturelles de nos concitoyens qu'ils sont les principaux pourvoyeurs d'informations et de références communes. En effet, de quoi parle-t-on dans les ateliers, les bureaux, les écoles le matin? On y parle de l'émission que l'on a suivie la veille à la télévision ou désormais sur Internet. Et dans la masse des images et des sons qui nous sont en permanence proposés, l'histoire a une place importante, une place croissante ces dernières années, à travers des émissions et même des chaînes dédiées à l'histoire. Tu en sais quelque chose, Jean-Noël? À travers une programmation de plus en plus abondante de documentaires et à travers l'émergence d'un genre nouveau, le docu-fiction. C'est l'histoire de notre passé et c'est aussi l'histoire en train de se faire avec les débats et les portraits qui deviennent par la suite des archives et des archives exploitables par les producteurs, les documentaristes et bien sûr les historiens. Les médias sont donc de forts vecteurs de mémoire pour un très large public. Et c'est là sans doute la nouvelle donne de l'époque que nous vivons, c'est que grâce aux médias de masse, cette mémoire présentée par eux, véhiculée par eux, touche un public infiniment plus large que ne peuvent le faire des communications savantes mais souvent plus confidentielles. Les médias ont un rôle qui, à l'évidence, n'est pas neutre et le petit jeu que nous a proposé Isabelle sur un même fait historique de nous montrer deux paroles et même deux types d'images différents montre que les médias interfèrent nécessairement dans la lecture de l'événement. Les médias, d'abord, conservent, et c'est une chose que je voudrais souligner, enfin, ils créent et ils permettent la conservation. C'est le rôle tout à fait, à mes yeux, irremplaçable de l'Institut national de l'audiovisuel et de la BNF, deux institutions où Jean-Noël a pu sévir positivement. Les médias, oui. Donc les médias permettent la conservation, mais aussi ils transmettent, et au fond c'est le meilleur côté de leur mission éducative, puisqu'ils transmettent vers le plus grand nombre, mais aussi ils interprètent. En effet, ils ne se bornent pas
enregistrer tout leur réel, comme le disait tout à l'heure Isabelle. Ils vont bien au-delà, la sélection et par le commentaire. Je voulais, tout à l'heure dans l'énumération des médias, j'ai omis d'en désigner un qui m'est particulièrement cher, c'est la radio. La radio qui, depuis beaucoup plus longtemps que la télévision, est ce lien entre notre société et son actualité ou son passé. Et je voulais citer deux émissions de radio qui me paraissent très emblématiques. La fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin, qui nous fait le plaisir d'être là, mais aussi, donc sur France Culture, mais aussi 2000 ans d'histoire de Patrick Gélinet. Je disais donc que les médias interprètent par la sélection et par le commentaire. La relation à l'histoire, discipline scientifique, se joue à travers la place faite et la parole donnée aux historiens, aussi à travers la formation des journalistes. Et ce n'est pas leur faire injure que de dire qu'ils sont inégalement armés sur le terrain de l'histoire et de la culture historique. J'évoquais tout à l'heure le documentaire. Je dois dire que les réalisateurs de documentaires, je salue la présence de Jean Labib dans notre salle, mais je pense qu'il y en a d'autres. Les réalisateurs de documentaires sont, me semble-t-il, mieux armés face à l'histoire et à ce qu'ils peuvent en proposer, simplement parce qu'ils s'en donnent le temps. L'élaboration d'un film documentaire, c'est souvent un très très long parcours, d'abord de recherche des sources, puis de mise en forme. Et à la fois grâce à la multiplicité des sources et au temps qu'ils se donnent, ils approchent, me semble-t-il, avec plus de force et plus de vérité, si tant est qu'on puisse arriver à la vérité, les grands événements de notre histoire et les thèmes forts de notre mémoire collective. Je voudrais souligner qu'il y a un paradoxe, voire une contradiction, entre l'évolution des médias, telle qu'elle nous a été présentée par Isabelle Vera-Masson, leur évolution, je dirais, qui les pousse sur une pente naturelle vers le choix de l'immédiateté, d'une part, et le choix de la polémique qui souvent tient lieu de débat, qui se substitue au débat de fond. C'est la forte pente naturelle des médias aujourd'hui, et je la vois, cette pente, en contradiction avec l'approfondissement historique des sujets. Et comme il a été noté tout à l'heure aussi, on peut souligner dans la très abondante production médiatique touchant à l'histoire, l'insuffisance des comparaisons internationales, l'absence du sens de l'exigence comparatiste. La période que nous évoquons ce matin, 1940-1962, est à l'évidence, et ça a été rappelé dans beaucoup d'interventions, riche en événements historiques particulièrement lourds. La Deuxième Guerre mondiale, le régime de Vichy, la décolonisation, la construction du mur de Berlin. Ce sont des sujets inscrits dans la mémoire collective, mais aussi facteurs de grandes controverses. Il y a sur ces moments, sur tous ces temps de notre histoire, des mémoires très diverses et parfois irréconciliables. Au filtre des médias s'ajoute celui de notre vécu individuel, comme l'a très bien dit en introduction le président Fischer. Pour ma génération, comme apparemment la sienne, la guerre d'Algérie a marqué très fortement nos mémoires personnelles. C'étaient les grands frères mobilisés
pendant plus de 2 ans. C'étaient les répressions policières visibles sur les travailleurs algériens vivant en France. Ce fut aussi l'arrivée de De Gaulle, 1958. Et pour d'autres, cette même guerre d'Algérie, c'était l'OAS, les rapatriés, le sort fait aux harkis. Cela nous rend à la fois réceptifs et, j'ose dire, partisans face aux traductions proposées aujourd'hui par les médias. Ceux-ci sont évidemment beaucoup plus larges que le seul secteur audiovisuel, mais celui-ci a la puissance jointe de l'image, du son et du texte, et il a l'impact sur un très vaste public. C'est pourquoi on lui attache tant d'importance. Mais il ne faut pas oublier que concourt tout autant à la constitution d'une mémoire collective la littérature, les revues, le cinéma, la photographie, les œuvres elles-mêmes et l'histoire de l'art, et j'ajoute les bibliothèques, les médiathèques, qui constituent un réseau culturel de première importance pour l'accès à notre histoire et à notre mémoire collective. La mémoire collective, en fait, se nourrit, s'appuie de toute cette palette de traductions diverses de l'histoire. Collective, forcément et heureusement, de mon point de vue, très diverse. Et elle ne peut faire mémoire commune unifiée. C'est pourquoi, à l'exception de la Shoah et du négationnisme, je ne crois pas aux lois mémorielles qui prétendent dire l'histoire. Vous le savez peut-être, le Parlement, aujourd'hui, est divisé sur la question d'une proposition de loi concernant le génocide arménien. Pour ma part, je le répète, je pense que ce n'est pas le rôle du législateur de dire l'histoire. De même que les commémorations, très nombreuses dans notre calendrier républicain, ne sauraient épuiser ni clore la recherche de la vérité historique. C'est pourquoi il faut préserver le sérieux et la diversité des sources et donner toutes leurs chances, ce qui veut dire tous les moyens d'exister, à la recherche historique, à la conservation des archives, à la formation des journalistes et à la place du débat dans les médias. Je le répète, il faut s'en donner les moyens et il y a là une responsabilité publique éminente. Je vous remercie de votre attention. Que de rappels précieux dans cette intervention brève. En particulier, me semble-t-il, l'idée fondamentale que la formation des citoyens quant à l'histoire est loin d'être univoque et que quel que soit l'attachement qu'on porte à la télévision, les autres moyens qui sont parfois simplement familiaux ou qui sont évidemment et prioritairement l'école sont essentiels. Et à cet égard les incitations faites aux responsables de la télévision à être profus dans leurs ambitions d'offres me paraissent très bienvenues. Et puis, il y a l'hommage à la radio, et de cela, évidemment, nous sommes plusieurs à être reconnaissants. La radio est fondamentale, la radio de longue main s'est souciée de parler d'histoire, et elle en parle fort bien chaque matin de la semaine ouvrable, grâce à Emmanuel Laurentin, que le jury du prix Caloni, vous savez, Caloni a été ce grand intervieweur et animateur de l'ambition de France Inter le matin pendant longtemps. Il est disparu et un prix qui porte son nom salue chaque année un intervieweur hors de pair. C'est ce que ce prix a fait tout récemment à propos d'Emmanuel Laurentin, ici présent, dont la modestie immense
ne m'empêchera pas, enfin limité comme chacun de nous, même néanmoins forcément, mais limité, c'est large. La modestie ne m'empêchera pas de dire que la fabrique de l'histoire dont il est le responsable est très importante pour toute réflexion sur l'histoire dans ce pays et que par conséquent nous lui sommes très redevables pour avoir accepté, sortant encore tout fumant de son studio. J'ai repéré qu'il était en retard, mais là il y a vraiment une bonne excuse. Je suis très reconnaissant de nous avoir rejoints pour intervenir à son tour dans cette grande question des relations entre les médias et la mémoire. Emmanuel. Merci, merci Jean-Noël Jeannet. Il faut dire aussi qu'on peut écouter une très bonne émission d'histoire le samedi également sur France Culture. Asinus, Asinum, Fricat. Exactement. Donc, contrairement à vous, je ne suis pas un théoricien et à beaucoup de ceux qui sont déjà intervenus, un théoricien de cette question de la mémoire dans les médias. Je suis un simple praticien et c'est ainsi que je vais parler de mon expérience et de l'expérience de cette émission, donc qui a succédé à une émission qui avait été créée par Patrice Gélinet sur l'antenne de France Culture, qui s'appelait l'Histoire en direct. Et donc, depuis 99, à l'époque, c'était Laura Adler qui dirigeait France Culture. Elle m'a demandé de réfléchir après une série de tables rondes, de discussions internes avec Jacques Le Goff, de réfléchir à cette question de la tension extrêmement forte à l'époque, puisque je vous rappelle qu'on était dans la foulée de ces grands procès qui étaient liés à la Seconde Guerre mondiale, donc de réfléchir à cette question de la tension entre mémoire et histoire et d'en faire une émission qui est devenue donc La Fabrique de l'Histoire en 1999. Nous avons tenté de régler cette question de la tension qu'évoquait tout à l'heure Isabelle Vera-Masson entre mémoire et histoire, entre témoins et historiens, en séparant de façon un peu drastique les témoignages que nous avons décidé de mettre dans les documentaires dans un premier temps, des débats d'historiens pour pouvoir montrer qu'il y avait là deux types de paroles, comme le disait à une époque donc quelqu'un comme François Biédarida. Eh bien, il y avait les témoignages et témoins qui avaient pour objet la fidélité à leur histoire personnelle, à l'histoire de leur groupe, à l'histoire de leurs parents, de ceux qui leur étaient proches. Et puis il y avait de l'autre côté la tentative des historiens de saisir une vérité à travers la méthode critique de l'histoire. Et évidemment, nous nous disions qu'il y avait là une sorte de contradiction. C'est pour ça que nous avons évité depuis le début de faire en sorte de mettre ensemble dans les mêmes émissions historiens et témoins, les uns rétorquant en disant aux autres généralement vous n'y étiez pas, c'est les témoins, et les historiens disant oui mais moi j'ai la preuve que vous n'y étiez pas non plus, ce qui ne fait pas beaucoup avancer la réflexion. Ce sont deux types d'approches du passé et nous avons cherché à ne pas les mêler pour ne pas emmêler justement nos auditeurs dans ces questions-là. Donc une séparation formelle entre les uns et les autres, une tentative également de montrer qu'il y avait d'autres chemins pour approcher le passé que la simple question du discours des historiens. Nous avons ainsi mis en œuvre des documentaires qui s'appelaient les cascades de mémoire, où nous interrogions trois générations d'une même famille sur un événement qui avait marqué la mémoire familiale. Et je me souviendrai toujours de cette vieille dame donc de Juifs de Salonique, donc qui à 94 ans disait à son arrière-petit-fils qui avait 9 ans, tu sais, tu as encore une grande histoire qui remonte jusqu'à Grenade, qui remonte sur tes épaules, il va falloir que tu répondes bien à la question. Et je me disais, pauvre enfant, ça va être difficile pour lui de pouvoir raconter cette histoire qui remonte à 1492. Donc il y avait cette tentative de faire passer comme cela une mémoire donc familiale à côté du discours des historiens, à côté donc de mémoire de groupes plus classiques, pourrait-on dire. Évidemment, autre chose est la question qui a été abordée ici même par Isabelle Vera-Masson, qui est la question de la commémoration, de l'imposition de la commémoration et de ce cycle infernal dans lequel nous entrons souvent, nous-mêmes les médias, donc qui est de prévoir avec des éphémérides le 70e, quelquefois c'est le 5e anniversaire, le 55e, etc. Il faut que ça tombe, au départ il fallait que ça tombe rond, maintenant ça peut tomber sur des demi-décades, donc d'un événement, pensant que c'est une façon de faire ressurgir cet événement, de faire discuter de cet événement, mais aussi en tordant souvent la réalité, parce que ce cycle commémoratif est souvent un tout petit peu forcé. Alors, quant au rôle des médias dans cette question de la mémoire, je pense que il y a 2 ou 3 points importants à aborder en tant que praticien. C'est d'abord
un rôle de reconnaissance, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de groupes et de groupes quelquefois qui sont petits, marginaux, qui voient dans l'intérêt qu'un média peut porter à leur histoire, à leur passé, une sorte de reconnaissance. Alors, je ne vais pas prendre des groupes très célèbres et a priori très exposés. Je vais vous citer le cas, par exemple, d'une des émissions qui, lorsque nous étions une émission hebdomadaire, a eu le plus de succès. Il nous a valu un courrier absolument incroyable pour l'époque et il y avait à peine Internet, beaucoup de mails également, et ainsi que des coups de fil. C'est une émission sur la suppression du rugby à 13 sous le régime de Vichy, qui nous a valu d'ailleurs aussi ce coup de fil d'un monsieur avec un accent très prononcé du sud-ouest nous disant le régime de Vichy a fait 2 victimes, les juifs et le rugby à 13, qui prouve qu'effectivement il y a quelques difficultés dans une gradation générale de l'histoire à prendre un peu de distance quand on est un témoin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le régime de Vichy? Donc évidemment le rugby à 15 l'a emporté dans une sorte de concurrence avec le rugby à 13 et a fait que la fédération de rugby à 13 existante à l'époque a disparu et ces biens ont été fondus dans ceux du rugby à 15, ce qui a valu sur fond de querelles politiques à l'intérieur du sud de la France entre des régions plutôt rouges et des régions plutôt bleues, ce qui a valu des contradictions très fortes et une véritable animosité qui a été réveillée par notre documentaire en question, puisque la productrice Aurélie Luneau, qui m'avait proposé ce sujet, je ne le trouvais pas a priori très excitant, m'a dit si, tu verras, c'est très intéressant. Effectivement, on s'est aperçu que le fait que ça passe par Paris, par une radio nationale, et que ça remonte à la centralité jacobine, et que ça redescende ensuite par l'intermédiaire des ondes sur le sud-ouest, avait profondément troublé, touché les acteurs de cette période-là, jusqu'au point qu'ils pensaient qu'il y avait une sorte de complot et que cette émission n'allait jamais passer, puisqu'évidemment, ceux du 15 allaient empêcher ceux du 13 de s'exprimer sur ces spoliations insupportables. C'est très intéressant que de le dire, parce que ça peut faire rire, mais c'est important pour montrer que de tout petits groupes, ils sont importants, les gens qui aiment le rugby à 13, il y en a sûrement dans cette salle, enfin de tout petits groupes, donc peuvent porter des mémoires douloureuses sur des questions assez étranges et les durcir au fur et à mesure que les médias s'y intéressent. Même chose sur des sujets plus intéressants et je pense que plus forts peut-être. Je pense qu'il faut citer là par exemple la mémoire de gens qui ont l'impression de ne pas avoir eu accès aux médias, même s'il y a eu beaucoup d'émissions, documentaires, d'émissions sur eux, en particulier les rapatriés d'Algérie, donc les Pieds Noirs. Voyez par exemple comment sur Internet, nouveaux médias, ces groupes mémoriels usent de ce nouveau média pour pouvoir flouer mémoriellement parlant et faire en sorte que l'abandon supposé des médias officiels puisse trouver là une possibilité de s'exprimer, en particulier avec des sites sur des villes ou des villages. Allez voir par exemple comment ceux de Boufarik ont créé un site incroyable où ils ont redessiné la ville de Boufarik avec maison par maison, rue par rue, les habitants en 1962 de cette ville pour montrer combien effectivement ce média électronique, ce média nouveau peut pallier à les cas l'absence d'une mémoire officielle. Alors reconnaissance d'un côté, et puis je pense évidemment par l'intermédiaire des médias, popularisation aussi, popularisation d'une cause. Voyez là aussi comment, et là les exemples sont nombreux, mais que connaît bien Isabelle Véramasson, celui de la caméra explore le temps, a permis à des gens dans les années 60, dans le sud encore de la France, de s'approprier leur propre histoire à partir des 2 documentaires, des 2 films de la caméra explore le temps, qui étaient des derniers de la série, de Stelio Lorenzi sur Montségur. Regardez comment, en passant par le centre, la centralité d'une ORTF qui était très centralisée sur Paris à l'époque, eh bien, des gens du Sud ont découvert cette histoire des Cathares, l'ont réinventée à leur façon, et donc ont popularisé une nouvelle vision de leur propre histoire. Ça, c'est un deuxième point, donc la question de la popularisation, et c'est aussi le cas du 17 octobre 1961 dont on parlait tout à l'heure, puisque quand aujourd'hui on pense à la mémoire des massacres dans Paris, eh bien aujourd'hui on pense spontanément au 17 octobre 61, travail de mémoire très lent, très long, fait en particulier par des associations donc de descendants d'Algériens à Paris, de la seconde génération, d'immigrés, etc., mémoire qui s'est troquée, qui
qui a remplacé la mémoire d'un autre massacre dans Paris, celui de Charonne, qui a été porté par d'autres porteurs de mémoire et qui, d'une certaine façon, s'est effacé, cette mémoire s'est effacée devant la mémoire du 17 octobre 61. Donc on voit bien, popularisation aussi de faits qui sont dans l'ombre un temps et qui deviennent plus importants à un autre moment. Et puis, par cet intermédiaire-là, par les interviews que nous faisons, la patrimonialisation aussi, de ces paroles qui, d'un seul coup, entrent, comme le disait Madame le ministre tout à l'heure, Catherine Tasca, comme le disait Catherine Tasca. Donc, évidemment, la question de l'entrée dans les archives et à partir de ce moment-là, d'un nouveau matériau pour l'historien pour les années futures, ce qui prouve effectivement que cette mémoire n'est jamais figée et tant qu'elle est enregistrée, et maintenant on conserve même jusqu'au rush de nos interviews, de nos entretiens, etc., eh bien, il y a là matière pour pouvoir retravailler plus tard. Et avant de terminer, Jean-Noël Jeannet, je voulais juste pointer du doigt peut-être deux difficultés actuelles, donc après reconnaissance, popularisation, patrimonialisation, deux difficultés qui sont liées à ce que disait Catherine Tasca tout à l'heure, le fonctionnement des médias par scandale, par affaire. Souvenez-vous, quand on parle maintenant depuis 10 ou 15 ans de certains sujets, eh bien on parle de l'affaire Ossarès, par exemple sur la guerre d'Algérie, au lieu de parler d'un sujet plus long, parce que effectivement les médias ont besoin d'une sorte d'immédiateté, de concentré de débat qui tourne parfois à la caricature. On a vu ça par exemple sur la question de la SNCF et du transport des déportés. On l'a vu ça pour des expositions récentes comme l'affaire Zouka, une affaire à propos des photographies de Paris sous l'occupation. Et alors ça c'est un point à mon avis important et délicat, effectivement. Pourquoi les médias fonctionnent-ils de cette façon très cristallisante par rapport à l'histoire, pendant qu'ils ne parlent peu d'autres périodes? Eh bien, d'un seul coup, ils se cristallisent sur un fait pendant une semaine et puis ensuite il l'oublie un peu. Deuxième point peut-être un peu critique, et je terminerai là-dessus, c'est que faire des mémoires non douloureuses dans une société comme la nôtre, que faire des mémoires des métiers progressivement disparus, par exemple, que faire de la mémoire, je suis issu moi-même du milieu agricole, alors vous pensez bien qu'ici au Sénat je me sens relativement bien, de la mémoire de l'agriculture disparaissant petit à petit des préoccupations des Français depuis la Seconde Guerre mondiale, que faire de la mémoire des pêcheurs, que faire de la mémoire des ouvriers et de la disparition des grandes usines, par exemple, du nord, de l'est ou du centre de la France, que faire de ces mémoires-là qui, d'une certaine façon, n'ont pas fait trop de bruit, et comment donner une place à cette mémoire-là pour la faire émerger dans le débat public alors qu'il n'y a pas eu de scandale, alors qu'il n'y a pas eu justement tout ce que je décrivais pour les périodes précédentes. Et c'est le cas aussi, par exemple, dans le domaine de l'immigration, d'immigration qui ont fait peu de bruit, comme l'immigration portugaise ou l'immigration espagnole, même si l'immigration de la guerre d'Espagne, évidemment, est un débat récurrent dans l'histoire française. Et on a entendu tout à l'heure Léon Blum à Luna Park l'évoquer, mais néanmoins, c'est vrai que ces immigrations-là ont peut-être eu moins de place dans le débat public, et donc qu'en faire et comment faire pour qu'elles émergent dans cette discussion publique autour de l'histoire et de la mémoire? C'est une question que je vous pose. Merci beaucoup de nous avoir de la sorte éclairé sur l'apport de la radio et alerté sur un certain nombre de tentations qui peuvent être parfois périlleuses. Je pense qu'il revient aux historiens comme aux élus du peuple d'attirer inlassablement l'attention sur les responsables de la télévision, sur le risque en effet d'un certain nombre de dérives ou de manies qui parfois affectent que ce qu'ils nous proposent dans l'ordre de l'histoire. Je pense par exemple à cette tentation constante qui revient à nous dire qu'ils vont nous révéler ce qui était caché. Ça c'est vraiment très très frappant quand on parle à certains responsables. On vous a tout caché, on va tout vous dire. En général, c'est assez sot, car on cache très peu de choses. Il peut de temps en temps avoir des révélations, des documents nouveaux, bien sûr. Mais ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, c'est tout simplement éclairer sur les enchaînements. C'est faire du révisionnisme au bon sens du terme, c'est-à-dire montrer différemment comment on peut comprendre la manière dont, entre les différents rythmes de la durée, notre histoire s'est dessinée. C'est cela que que la télévision, comme l'ensemble de l'enseignement de l'histoire, peut fournir aisément. Et si on fait ça, ça veut dire aussi que parfois on braque trop l'attention sur certaines personnalités aux dépens d'autres,
parce qu'elles sont particulièrement coruscantes, frappantes, remarquables. Et bien sûr, on sait bien que la télévision a des contraintes. Elle doit passer par des cas particuliers, par des individus pour entraîner leur public. De cela, je ne leur fais pas reproche. Mais à condition qu'on ne vienne pas nous dire constamment combien d'interviews nous ont été proposées du style « pourquoi est-ce que jusqu'ici on n'a parlé absolument pas de... » On parlait absolument pas de Vichy, par exemple, jusqu'en 70. On a parlé d'une certaine façon, mais on en parlait beaucoup. On ne parlait pas du tout de la guerre d'Algérie. Il y a eu plein de films de toutes sortes. Simplement, ça veut dire, en général, de façon un peu naïve, nous autres journalistes, je parle des rares qui ne sont pas très bons, nous autres journalistes, comme nous ne nous en sommes pas occupés, nous sommes persuadés que personne n'en a parlé. Voilà, ça c'est une tentation qui me paraît un peu dangereuse et qui conduit en effet à cette surévaluation double de ce qui est tragique, mais bien sûr ce qui est tragique c'est important, et en particulier aujourd'hui. Mais enfin, c'est vrai que tout ce qui n'est pas tragique et qui peut parfois d'ailleurs apporter quelques motifs d'être rasséréné ou simplement d'évoquer la tendresse de choses disparues, cela est plus loin. Et puis enfin parce que, vous savez l'histoire du mendiant qui cherche la pièce non pas où elle est tombée mais là où il y a de la lumière. La tentation est évidemment très fréquemment de ne nous parler que du contemporain. Ce que nous avons fait aujourd'hui, donc je m'avance sur ce terrain avec prudence, bien sûr. Mais enfin, il n'empêche que les autres siècles de l'histoire, c'est rudement intéressant. Et que quand la télévision et la radio, surtout la télévision, se mêlent d'en parler, on est assez content. Est-ce que c'est dans ces domaines, puisqu'il n'y a pas d'archives c'est la transition, dans ces domaines, puisqu'il n'y a pas d'archives d'actualité, qu'on est le moins à même de parler des choses et qu'on est le plus tenté de faire de la fiction, voilà qui nous conduit vers toute la question de la fiction historique et de la docu-fiction. Et c'est pourquoi je suis si content que vous soyez là, chère Rose Bosch, puisque votre grand film La Rafle a touché un si large public, plusieurs millions, 3 millions de spectateurs rien qu'en France, et que du même coup vous avez restitué pour les nouvelles générations des émotions, des réflexions aussi tout à la fois qui ont été, je crois, très bienvenues, très précieuses. Et j'ajoute que comme vous nous préparez, me dit-on, un film sur Raspoutine, nous attendons que votre talent s'élargisse jusqu'en Russie. Vous avez la parole. À droite. Ah voilà. On a toujours besoin d'Emmanuel. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de cet exercice et du reste, je vais vous montrer mes notes, vous voyez. Je n'ai pas préparé de discours. Ça m'aurait semblé très malséant, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas historienne, j'ai été journaliste, cela m'a été extrêmement utile pour faire ce film La Rafle, mais en tout cas ça m'aurait paru assez déplacé de vous préparer un véritable discours. Et donc d'abord je voudrais remercier Jean-Noël Jeannet et tous les organisateurs de ce colloque, parce que c'est vrai que les cinéastes sont assez peu invités à partager votre espace vocal, donc j'en suis ravie. Je vais simplement vous dire les raisons pour lesquelles je pense que le cinéma peut apporter un complément formidable sans prétendre se substituer aux historiens. D'une part, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans le cas du Veldiv, il n'y avait tout simplement pas d'image animée du Veldiv et pas d'image animée non plus, à ma connaissance, des camps français qui ont été au nombre de 200, ce dont les jeunes Français, en tout cas dans les collèges, dans les lycées, les étudiants, ne savaient pas, ce qui est une chose qu'ils ignoraient. Donc, les seules images dont je disposais étaient des images du Veldiv qui étaient animées certes, mais c'était des courses cyclistes ou des combats de boxe, mais enfin en aucun cas cette rafle. Donc nous avons décidé avec Alain Goldman, qui est le producteur du film, et moi-même, il y a une dizaine d'années déjà, de réaliser un jour ce film. Mais nous avons attendu pendant toutes ces années parce qu'en réalité, il faut être vraiment prêt à se confronter à ce type de mémoire et à ce type de film. Et puis, il faut en avoir un peu le courage, il faut le dire, parce que comme, a priori, le cinéma est un spectacle, prétendre offrir comme spectacle une douleur infinie infligée à des enfants notamment, eh bien, ça demande réflexion. Et rien ne dit, lorsqu'on commence un tel film, lorsqu'on l'entreprend, lorsqu'on cherche à le financer, que l'on va rencontrer un aussi large public. Ça nous a pris par surprise. Nous sommes encore complètement stupéfaits d'avoir réuni 3 millions de spectateurs et que le film ait été acheté par à peu près 27 pays dans le monde. Il est sorti en Australie, il sort au Canada, il sort aux États-Unis dans quelques semaines. C'est tout à fait inattendu.
Pour tout dire, nous l'avons fait pour des raisons extrêmement personnelles et intimes, parce que lorsqu'on est cinéaste, il faut avoir des convictions très émotionnelles, très intimes pour se lancer dans un processus aussi long. Je ne sais pas quel est ce qui préside au travail de vous autres historiens, mais pour nous, en tout cas dans le cinéma, il faut savoir que les processus sont extrêmement longs, et notamment celui de ce film a pris 10 ans de réflexion, disons, et 5 ans de travail. Parce que nous commençons tous par la même chose que ce que vous faites, vous, historiens, c'est-à-dire par les archives. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que nous ne travaillons pas sur les mêmes. J'ai été journaliste, puis j'ai été cinéaste. J'ai écrit Christophe Colomb aussi en tant que scénariste, donc j'adore l'histoire ancienne et puis l'histoire immédiate. Mais nous ne travaillons pas sur les mêmes choses. Ce qui fait que, grâce au travail des historiens, j'ai pu avoir, par exemple, tout ce qui concerne tous les mécanismes politiques par lesquels on a abouti à cette rafle horrible qui a vu la mort de 13 000 personnes et qui, en particulier, celle de 4 051 enfants. Mais j'ai eu besoin en plus de retrouver des choses qui n'intéressent pas nécessairement les historiens, parce que nous, lorsque nous voulons reconstituer par le cinéma, qui est une formidable machine à remonter le temps, quand nous voulons reconstituer une époque, nous avons besoin de détails, nous descendons à un niveau subatomique de détails, comme par exemple nous avons besoin de la parole des enfants. Cette parole, je l'ai retrouvée à travers les 6 infirmières du Veldiv qui l'ont recueillie de ces enfants-là et qui, sans savoir qu'elles faisaient de l'histoire, un travail historique, ont écrit à leur famille les horreurs dont elles étaient les témoins. Elles étaient à peine 6, je connais leur nom, je connais leur âge, elles me sont très familière, et j'ai décidé de choisir l'une d'entre elles, qui était une infirmière protestante qui s'appelait Annette Monod, pour être le vecteur de ce film. C'est grâce à... C'est vrai? Ah ben j'apprends que c'est une cousine. Non, je croyais pas que vous m'entendiez. Extraordinaire. Ah bon, écoutez, vous avez une cousine tout à fait phénoménale. Bon voilà, je l'ignorais. Elle est morte en 95. Je n'ai pas eu le bonheur de la connaître. En revanche, j'ai réussi aussi à retrouver des témoins vivants. Je tenais absolument à ce qu'on le fasse très vite, parce qu'il faut savoir, évidemment, vous le savez, qu'un enfant de 10 ans à l'époque, c'est un homme qui a 80 ans ou une femme qui a 80 ans aujourd'hui. Dans ce film, j'ai récupéré en fait 3 témoignages qui n'avaient pas été trop entendus, parce que je souhaitais tout de même que ce soit un peu nouveau. Donc j'ai retrouvé comme ça un homme qui a aujourd'hui 80 ans, qui est le petit garçon principal du film, qui s'appelle Joseph Weisman et qui, à ma connaissance, avec Joseph Kogan, est le seul enfant de cet âge-là qui se soit évadé du Veldiv. Donc je m'étais dit que si je ne trouvais pas de survivants, et en tout cas de gens qui aient réussi à s'en sortir, j'aurais beaucoup de difficultés à faire ce film, parce que le cinéma admet mal, comment vous dire, le désespoir complet. Et que raconter cette histoire sans survivants aurait été plonger le spectateur dans un désespoir complet et sans doute me priver tout simplement de leur présence. Donc il me fallait des survivants. J'ai retrouvé aussi également une autre jeune femme qui avait une vingtaine d'années à l'époque, qui en a 89 aujourd'hui, bon pied bon oeil, son esprit est bien plus clair que le mien. J'oublie sans cesse des noms et des dates, mais pas elle, elle est tout à fait extraordinaire et elle est également dans le film. J'ai retrouvé un pompier comme cela qui vit à Bordeaux, qui a plus de 90 ans et qui faisait partie de cette équipe qui s'est comportée de manière tellement humaine et tellement importante pour les historiens à l'intérieur du Veldiv, puisqu'ils ont accepté, au contraire des ordres qui leur avaient été donnés, d'acheminer tous les messages de détresse qu'envoyaient tous ces juifs à leurs familles partout dans Paris, en postant ces messages alors que c'était parfaitement interdit. Et ces messages nous sont parvenus et c'est ce qui a permis, entre autres, de savoir ce qui s'était passé à l'intérieur du Veldiv. Donc le cinéma a une puissance de feu énorme, la voix peut parfois porter très loin, à l'extérieur même de nos frontières. Quand on a la chance que ce soit un succès, ce qui n'est franchement pas du tout garanti, c'est toujours un énorme pari. Et malheureusement pour nous, parce que le cinéma est un pari très risqué financièrement, donc un pari qu'on ne peut pas toujours prendre. Que vous dire d'autre, sinon que j'ai entendu à cette tribune M. Yvon Collin qui disait, qui parlait des dangers pour la cohésion nationale de faire ce devoir de mémoire qui parfois est vécu comme une obligation de repentance.
et qui parlait aussi de l'hypermnésie qui aggrave les troubles de la mémoire. Alors moi, j'ai vécu exactement l'inverse avec ce film, je dois le dire. Mais vraiment. C'est-à-dire que, d'une part, il y a eu donc ce public de 3 millions de personnes qui, évidemment, puisque la communauté juive, vieillards et bébés confondus, ne comporte que 600 000 personnes, cela signifie que le public de ce film a été majoritairement non juif. Et il a été composé de plus par des très jeunes, gens qui avaient entre 12 ans et 25 ans, qui ont été le moteur du public et qui ont même ramené leur famille, leurs parents pour aller voir ce film. Donc en réalité, moi j'ai assisté plutôt à une réaction de cohésion sociale et même de cohésion confessionnelle, parce que dans les milliers de messages que j'ai reçus, il y avait plusieurs communautés, donc les chrétiens majoritairement, puisqu'ils sont majoritaires dans ce pays, qui ont constitué le public, mais également, à mon grand étonnement, des musulmans. Des très jeunes, 12, 13, 14 ans, qui m'ont dit « mais on ne savait pas que les Juifs avaient vécu cela ». Il faut savoir que je ne cherchais pas nécessairement, je ne poursuivais pas un but tout à fait personnel et confessionnel, car moi-même je suis chrétienne, je ne suis pas juive. Je n'avais donc pas de compte à régler avec cet événement historique. Mon implication tient au fait que mes enfants portent un nom juif et que par conséquent j'ai commencé à faire des cauchemars de rafles qu'ont raflé mes enfants, et donc je me suis sentie impliquée suffisamment en tout cas pour faire ce film. Donc nous avons vécu, le producteur, moi-même, les comédiens et tout le monde qui avons fait ce film, quelque chose qui a été en fait extrêmement bénéfique. Enfin, nous n'avons pas de... Nous avons vécu un moment, au contraire, de révélation de la parole, de libération de la part de gens très âgés qui avaient survécu ou dont les parents avaient disparu, et qui nous ont dit leur soulagement intense de voir en images, c'est important l'image, hein, on est dans une société effectivement dans laquelle elle a pris une part extrêmement importante, mais ils avaient besoin que l'on remonte le temps et de pouvoir que l'on puisse montrer de manière publique et très large et très répandue ces événements qui ont été vécus dans une forme de secret et qu'on ne pouvait pas, dont on pouvait parler, sur lesquels on pouvait écrire, mais qu'on n'avait pas vu réellement tels qu'ils se sont passés. Voilà, j'ajoute que j'ai tenu à ce que chaque personnage de ce film, il y en a 74 qui sont parlants, tous les autres sont des figurants, soit des personnages réels, c'est le cas pour chacun d'entre eux. Et donc, ceci afin de ne pas trahir l'histoire, c'est-à-dire de ne pas ajouter du romanesque à la tragédie, ce qui m'aurait semblé terriblement malvenu. Et en conclusion, je dirais ceci, c'est que je me suis bien gardée de prétendre dire une vérité. Je n'aime pas ce mot. J'ai été journaliste, je préfère les faits à la vérité. La vérité a quelque chose de terrible parce qu'on a l'impression qu'on va l'imposer aux autres, qu'on va l'enfoncer dans la gorge du spectateur. Donc ça n'était pas le but. Et l'autre chose, c'était oui, l'objectivité, parce que malheureusement, je ne crois pas que cela existe. En revanche, l'honnêteté intellectuelle m'a guidée. Et c'est-à-dire qu'à chaque instant, je me suis demandé si ce que je racontais, je le disais réellement, et je le filmais en mon âme et conscience. Ce sont peut-être pas des mots qui sont extrêmement fréquemment utilisés, ni aujourd'hui, ni enfin dans notre société, mais c'est ainsi que je l'ai fait, voilà. Donc je crois que le cinéma peut s'intéresser à l'histoire, qu'il doit le faire. Et que, puisque les films coûtent si cher, pourquoi ne pas les faire à propos de quelque chose plutôt qu'à propos de pas grand-chose. Voilà. Bravo, bravo pour ces paroles si fortes et si convaincantes. Pour tout vous dire, la corporation des historiens, à cet égard, est depuis assez longtemps attentive à ce que le cinéma peut lui apporter, et convaincu qu'il n'y a assurément aucun monopole de l'écrit et aucune supériorité de l'écrit parmi d'autres manières d'intéresser une communauté nationale à l'histoire. Nous avons été un certain nombre à fonder, voici maintenant plusieurs décennies, à Pessac,
un festival qui est précisément consacré, Pessac près de Bordeaux, qui est consacré précisément à une réflexion chaque année sur la relation entre l'histoire écrite, l'histoire enseignée d'un côté et l'histoire au cinéma de l'autre. Et évidemment, un film aussi remarquable que La Rafle, qui a tellement touché les esprits et les cœurs, figure au panthéon désormais de ce type d'œuvre. Voilà, il me restera, et nous devons arrêter à 13h, moment où nous vous inviterons à aller se retrouver pour des conversations plus individuelles dans un cocktail que le Sénat vous offre, je crois. Mais en attendant, il nous reste quelques minutes. Est-ce que à cette tribune, certains souhaitent commenter ce qui a déjà été dit? Oui, Madame Bosch. Oui, je n'ai qu'une petite chose à dire, c'est qu'on me dit qu'on avait prévu la diffusion d'un extrait du film. Alors, je ne veux pas vous la poser nécessairement, mais puisqu'il est là, pas dit. Voilà. C'est confirmé? Donc, oui, il semble que oui. Ah bien, alors on l'écoute, très bien, très bien. On s'en réjouit. Encore que toute anthologie pose des problèmes la partie... Le premier qui mentionne cette foutue étoile, eh ben j'y mets mon pied au cul, c'est clair? Oui, monsieur. Depuis qu'il porte l'étoile jaune, nous réalisons effarés que le juif est partout. Surtout au travail. Vous savez qu'Hitler pense que même le Titanic qui a coulé, c'est à cause de nous. Iceberg. Encore un juif. Comment vous pouvez rire de ça? Les indésirables, voilà comment ils nous appellent. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? La France, c'est le salut des juifs. Hitler, c'est la grosse tête et je n'aime pas les juifs. Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden, ausgerottet und ausgemerzt. Ils ont occupé votre police rafle elle-même. Sous notre entière autorité. Il va falloir déchoir quelques milliers de juifs de la nationalité française. Ils disent que cette fois ils prendront même les enfants. Attendez-moi les gars, soyez pas vaches. Les enfants. Mais tu es folle, ma fille. Bonne nuit, mon chéri. Ils sont là! Ils arrivent! Ils prennent mes enfants aussi! Je vous en supplie, prenez les enfants. Jean! On en a combien? J'ai dit combien? 5000. On devrait peut-être prévenir papa. Papa! Je crois qu'ils vont lui faire du mal à mon ours. Excusez-moi le Veldiv, s'il vous plaît. Vous ne savez pas si on nous envoie des médecins? Non. J'ai 60 volontaires qui attendent dehors, mais ils veulent pas de témoins. C'est toi notre père, c'est à toi de nous protéger. Viendra un temps où ils devront payer. Peut-être que ta sœur avait raison. J'aurais dû mieux vous protéger. Pour ici, je savais rien. J'imaginais pas tout ça. J'aurais dû vous aider à vous échapper. Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez. Tu crois qu'on sera grand un jour? Puisque je vous dis que j'ai rien fait, monsieur. On dit adjudant. Il doit vivre, Jean, tu m'entends? Jure-le-moi! Jure-le-moi! Merci beaucoup. Donc cette matinée est en passe de s'achever. Dans quelques minutes, je vais passer le relais à mon collègue et ami Jean-François Sirinelli, qui sera responsable de la deuxième partie de cette journée, cet après-midi. Et je m'interrogeais forcément, comme vous-même, sur ce que la première partie va léguer à la seconde pour aiguillonner ces réflexions. Je me garderai de conclure de façon synthétique, mais il me paraît que nous allons pouvoir appliquer cet après-midi quelques éléments de la grille de réflexion que nous avons progressivement dégagé ce matin. Nous l'appliquerons, je pense, aux pays étrangers, puisque je vous ai dit que nous étions attachés à ne pas nous borner à une vision franco-française sur les guerres franco-françaises, sur les obsessions franco-françaises, aussi essentielles et légitimes qu'elles soient dans nos esprits. Songez à l'extraordinaire diversité des pays qui, pour ne considérer que le XXe siècle, et pour ne pas revenir cette fois jusqu'à l'Antiquité grecque, la diversité des pays qui se sont trouvés au XXe siècle, sortant des dictatures, sortant des guerres civiles, sortant parfois des autogénocides, dans la position de savoir comment il leur reviendrait d'arbitrer entre la nécessité de juger, de punir
se purger des horreurs et des barbaries que ces pays ont connues et vécues, et d'autre part la nécessité de se reconstruire un avenir, de pouvoir vivre ensemble. Ça peut s'appliquer bien sûr à l'Amérique latine, au Chili. On a vu la diversité extrême des solutions que les pays ont adoptées à cet égard. L'Argentine, par exemple, qui a cru clore le chapitre, et puis il y a eu une telle force, un tel rejeu des émotions collectives qu'on a rouvert les tribunaux de la façon que vous avez vu. Il y a l'Afrique du Sud qui nous frappe beaucoup par le choix qui a été fait dans ce pays de le fait de dire à certains égards, d'expliquer, d'avouer, pouvait parfois tenir lieu de verdict de punition, chose évidemment qui ouvre des abîmes de réflexion. Il y a également le Rwanda, beaucoup de films de fiction d'un côté et d'admirables films documentaires concernent la manière dont le Rwanda est sorti de sa période terrible. Je pense en particulier au film d'Anna Guion qui est consacré très longuement à l'analyse des procès qui se tiennent dans l'intimité des campagnes du Rwanda. Si on considère évidemment le Cambodge, c'est aussi intéressant et aussi impressionnant. Prenez l'Espagne, prenez la Grèce, prenez le Portugal, qui sont sortis de la dictature dans les années 70. Chacun de ces pays a eu des solutions différentes à cet égard, de la gestion de la mémoire collective par les décisions d'État. L'Espagne étant l'extrême pointe d'un pays qui a décidé de ne faire aucun procès, comme vous savez, approuvé d'ailleurs par les exilés qui rentraient, en particulier par le communiste Carrillo, parce qu'il pensait que c'était une manière de permettre qu'on revive en Espagne. Simplement, au bout de 2 générations, on voit ressurgir dans l'Espagne d'aujourd'hui des forces tout à fait intéressantes à étudier qui disent, à hauteur généralement des petits-fils des victimes, et notamment des victimes républicaines, on ne peut pas laisser cela inconnu, et d'une certaine façon, même si on ne peut plus atteindre les bourreaux, il faut qu'il y ait une sorte de justice qui se refasse. Une loi de Zapatero est allée dans ce sens, mais on a l'impression que le président du Conseil, le chef du gouvernement espagnol a été un peu effrayé par les conséquences de sa loi, qui ont abouti à des mouvements qui l'ont paru inquiétants justement pour l'unité du pays. Et c'est assez métaphorique par rapport à cette tension que j'évoquais. On a ouvert les fosses. J'ai visité certains de ces lieux très impressionnants où on trouve les ossements des républicains massacrés. Et puis tout ça a été ensuite freiné pour des raisons que je viens de dire. Au fond, ça conduit à cette conviction qui me paraît pouvoir ressortir de nos travaux de ce matin, que l'État ne peut pas s'abstenir d'intervenir et qu'il doit le faire avec des précautions extrêmes. Vous vous rappelez Baudelaire qui disait, je crois, « Le sage ne rit qu'en tremblant ». Il me paraît que l'État ne doit intervenir qu'en tremblant dans ces choses, sans forcément s'abstenir. Il faut qu'il le fasse dans les domaines les plus brutaux, les plus cruels, mais aussi dans d'autres domaines. C'est toute la question de la commémoration. À cet égard, je crois essentiel, c'est une des leçons aussi de ce matin, de toujours faire clairement le départ entre ce qui est responsabilité des pouvoirs publics et ce qui doit échapper absolument à leur emprise. Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, nous avions pris grand soin d'affirmer qu'il revenait au pouvoir public de proposer des fêtes, des commémorations, on y adhérait ou pas, au nom d'une certaine idée de la continuité républicaine et de l'héritage fabuleux des Lumières, mais qu'en même temps, il fallait absolument faire une coupure stricte par rapport aux travaux universitaires, par rapport aux travaux de la recherche. Nous avions mis en place une commission qui exprimait les différentes sensibilités du temps dans le domaine historiographique, elles étaient plurielles, et qui ont choisi d'aider ou de ne pas aider des travaux de diverses natures et de caractère scientifique. Je crois que cela a assez bien fonctionné. Il me semble que cette problématique se retrouve dans certains des grands débats qui aujourd'hui viennent illustrer nos propos d'aujourd'hui. Je crois que vous avez bien fait, Monsieur le Président Collin aussi, de ne pas vous dérober à une réflexion sur 2 grandes questions, qui sont les questions des lois mémorielles et la question de la Maison de l'Histoire de France.
C'est la fin de cette table ronde sur les médias et la mémoire, organisée dans le cadre du colloque qui se tient toute la journée au Sénat sur les troubles de la mémoire française. À 19h, retrouvez Pierre-Henri Gergonne pour votre journal d'information politique et parlementaire. Très bonne journée sur Public Sénat.